Dans cette lecture, je veux parler des fonctions des tableaux et il y a beaucoup de fonctions pour travailler avec les tableaux parce que les tableaux sont super utiles et nous allons les utiliser dans beaucoup de contextes différents. Et il y a beaucoup de choses que nous pourrions vouloir faire avec eux et les moyens dont nous voulons utiliser cette information. Nous allons donc examiner les plus utilisés. Ce n'est pas un regard exhaustif sur chaque propriété et fonction des tableaux, mais plutôt quelques-unes les plus utiles. Et bien sûr, je vais vous montrer comment vous pouvez chercher le reste d'entre eux. Donc, pour commencer, je vais créer un tableau et je vais mettre dedans des strings. Donc, j'ai créé un tableau avec 5 valeurs dedans. J'ai cet objet-là, il s'appelle mes clients. Ce que je peux faire ensuite, c'est dire le nom du tableau, et puis point, et puis le nom de la fonction. Ici, la console affiche une liste des fonctions et propriétés qu'on peut utiliser avec les tableaux. Nous avons push comme l'une d'eux. Alors la fonction push est une fonction qui est associée à l'objet mes clients et le paramètre que push attend est la valeur que je souhaite affecter au tableau. Alors je vais faire pousser Sarah au tableau et la fonction push va ajouter la nouvelle valeur à la fin du tableau et si je n'ai pas de valeur, puis il va affecter Sarah au premier index, l'index 0. Donc allons tester. Et donc Sarah est ajoutée à la fin du tableau. Donc si vous voulez juste ajouter une nouvelle valeur au tableau, eh bien la méthode push est probablement préférable. Alors vous n'avez pas à garder un œil sur quel index est le dernier index dans le tableau si vous souhaitez affecter une valeur à un index spécifique. Puis la notation d'accès au tableau est probablement préférable. Vous allez obtenir une sensation d'utiliser l'une au lieu de l'autre quand vous allez expérimenter encore avec les tableaux tout seul. Maintenant, si je veux retirer le dernier élément d'un tableau, je peux utiliser une méthode similaire de push. Seulement dans ce cas, elle s'appelle pop et elle ne prend pas de paramètres. Pop retourne l'élément supprimé. Alors on pourra même stocker cet élément supprimé dans une variable nommée retirer. Et si je regarde le tableau à nouveau, il est modifié, ce dernier élément est disparu. Et si je regarde la variable retirée, elle contient l'élément supprimé. Et on n'est pas obligé de stocker cet élément, c'est quelque chose de facultatif. Maintenant, il existe des méthodes équivalentes appelées shift et endshift qui fonctionnent sur le premier élément d'un tableau. Nous avons donc examiné la façon dont on peut ajouter ou retirer une chose de la fin d'un tableau. Mais si vous souhaitez retirer quelque chose à partir du milieu d'un tableau, eh bien, nous pouvons utiliser delete pour se débarrasser d'un élément particulier. Mais ceci ne fonctionne pas bien avec le tableau. Donc, si je tente de supprimer l'index 3, qui est le 4e élément dans le tableau, il renvoie vrai. Mais si je regarde le tableau à nouveau, c'est toujours la même longueur, c'est juste que l'élément qui a eu l'habitude d'être ici a été remplacé avec undefined. Alors le tableau n'a pas changé de taille, c'est juste cet index est changé dans sa valeur. Donc, si nous voulons réellement retirer quelque chose à partir du milieu d'un tableau, nous avons besoin d'utiliser une autre méthode appelée splice. Et la manière dont cela fonctionne est la suivante. Nous disons mes clients, point, splice, et puis cela prend 2 paramètres. Le premier est où dans le tableau vous souhaitez effectuer l'opération. Donc si nous voulons nous débarrasser de cet élément non défini, on doit saisir 3, puis une virgule, et le deuxième paramètre sera le nombre d'éléments que nous voulons supprimer. Donc dans ce cas, nous allons faire 1. Splice retourne les éléments supprimés, alors on pourra même stocker cet élément supprimé dans la variable retirer. Et maintenant, si j'affiche le tableau mes clients à nouveau, et voilà, nous avons effectivement réduit le tableau, alors sa longueur est exactement ce que nous avions attendu. C'est donc une chose très importante à se rappeler avec les tableaux. La longueur fait toujours référence au nombre d'emplacements dans le tableau, et non pas de savoir si les emplacements ont quelque chose de significatif. Et si nous affichons la valeur de retirer, elles contiennent l'élément supprimé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si nous voulions organiser ces éléments et les trier par ordre alphabétique? Eh bien, assez facilement, les tableaux nous fournissent une méthode qui remplit cette fonction. C'est la méthode sort. Donc, je peux dire mes clients.sort et cela va réorganiser mon tableau dans l'ordre alphabétique. Nous avons maintenant Alice, Alpha, Elina, Francis et Robert, ce qui est différent de l'ordre auquel j'ai fait entrer ces valeurs, qui a été Robert, Alice, Francis, Elina et puis Alpha. Maintenant, imaginons que vous vouliez trier ces éléments dans l'ordre alphabétique inverse. Pour le faire,
vous triez d'abord votre tableau et ensuite appelez la fonction reverse. Et ce que reverse fait, c'est qu'elle inverse l'ordre des éléments d'un tableau en place. Le premier devient le dernier et le dernier devient le premier. Vous pouvez donc voir que cette fois l'ordre est inversé. Robert, Francis, Elina, Alpha et puis Alice. Un raccourci de ceci, c'est d'appeler la fonction reverse et puis appeler sort ici à l'intérieur des paramètres de reverse. Par défaut, JavaScript va trier en fonction de la sensibilité à la casse. Donc, il va traiter Elina avec un E majuscule et Elina avec E minuscule avec des valeurs différentes, car E majuscule et E minuscule ont différentes valeurs ASCII. Alors, E majuscule et E minuscule vont être triés différemment. Je vais faire un E minuscule ici, et si je fais trier mon tableau à nouveau, vous pouvez voir que cette fois l'ordre est différent d'avant. Maintenant, quelque chose que vous voudrez peut-être savoir est à cause des règles d'ordre de tri, toutes les lettres en majuscule sont considérées comme inférieures à toutes les lettres en minuscule. Alors dans ce cas, la lettre minuscule E d'Elina est considérée comme plus grande que les autres lettres en majuscule. Et ça va les trier par ordre alphabétique par la première lettre, puis la deuxième lettre, et ainsi de suite. Maintenant, heureusement, nous pouvons résoudre ce problème en redéfinissant l'ordre de tri nous-mêmes. La fonction sort prend une fonction comme paramètre facultatif. Ce paramètre spécifie l'ordre de tri. Nous examinerons comment créer nos propres fonctions un peu plus tard, mais juste pour vous donner un aperçu, ce sera ce genre de choses. Je vais commencer par un mot-clé, et dans ce cas, le mot-clé est function. Cela dit à JavaScript que nous définissons une fonction ici, et puis je donne un nom à ma fonction. Dans ce cas, nous allons lui donner un nom de insensible à la casse. Et une fois que nous avons donné un nom à la fonction, on fait suivre cela avec des parenthèses, et puis nous utilisons des accolades. Et nous mettrons en place le code de la fonction ou le corps de la fonction à l'intérieur des accolades. Si j'avais des paramètres, je pourrais les mettre à l'intérieur des parenthèses. Les paramètres sont tout simplement une autre façon de définir des variables locales qui sont utilisables juste à l'intérieur de la fonction. Maintenant, la fonction de tri compare un élément à la fois. Alors, si A et B sont deux éléments comparés, allons les déclarer comme des variables locales à la fonction. Maintenant, si A est inférieur à B, et puis A vient en premier, et la façon dont nous disons cela à la fonction sort est en retournant un nombre inférieur à 0. Dans ce cas, je vais retourner moins 1. Si A est supérieur à B, alors B vient en premier. Et la façon dont nous disons cela, c'est en retournant un nombre supérieur à 0. Et dans le cas où elles sont égales, nous allons retourner 0. Maintenant, pour enlever ce problème de sensibilité à la casse, nous allons convertir toutes les lettres des deux strings comparés, soit le tout en majuscule ou bien en minuscule. Donc dans ce cas, je vais utiliser la méthode toUpperCase pour les convertir en majuscule. Donc maintenant que nous avons défini notre propre ordre de tri à l'intérieur de la fonction insensible à la casse, utilisons-la dans notre fonction sort. Et nous faisons cela en appelant la fonction insensible à la casse par son nom. Et puis, si nous testons cela, vous pouvez voir que la sensibilité à la casse n'est plus un problème. Maintenant, la redéfinition de l'ordre de tri est un sujet un peu complexe. La plupart des formations JavaScript ne contiennent pas cela, donc ce que je vous suggère de faire, c'est après que vous avez terminé le chapitre qui parle des fonctions, revenez et regardez cette vidéo à nouveau pour rendre les choses plus claires pour vous. Et si vous voulez savoir plus de détails sur la fonction sort et comment définir vos propres ordres de tri, vous pouvez accéder à cette page à développer.mozilla.com. Maintenant, si les éléments du tableau ne sont pas juste des strings, il y a d'autres règles de la façon dont ils sont triés. Si vous triez un tableau de type mix, la fonction sort va le trier pour vous. Mais l'ordre de tri peut ne pas être ce que vous attendez, parce que soit il trie une lettre avant un nombre, ou un nombre avant une lettre, est un peu arbitraire. Et vous aurez à regarder cela dans la console JavaScript pour voir lesquelles des valeurs va placer le premier. Maintenant, il y a une seule chose que vous devez remarquer à propos de sort, c'est qu'elle trie le tableau en place.
nous n'avons pas fait aucun genre d'affectation. Nous n'avons pas dit var résultat égal à une version triée de cela, pas vrai. Sort fait changer le tableau en place, c'est une fonction destructive. Donc notre ancienne version, notre version non triée n'existe plus, sort l'a triée en place. Une autre fonction pratique est celle qui nous permet de convertir un tableau à une chaîne. En d'autres termes, combiner les valeurs ensemble afin d'obtenir une chaîne. Et nous pouvons le faire avec join. Et join prend un paramètre facultatif. Ce paramètre est le séparateur qui va être entre chaque de ces éléments. Donc ici, j'ai dit que c'est une virgule et un espace et il va faire retourner cette valeur dans la nouvelle variable appelée ma nouvelle chaîne. Et vous voyez ceci est une version string du tableau mes clients. Maintenant, même s'il peut paraître comme il le devrait, join ne change pas la chaîne originale. Nous avons donc une version string de ce tableau, mais le premier tableau reste inchangé. Et comme vous voyez, c'est encore un tableau. Et maintenant, le contraire de join est split. Alors, split va diviser un objet de type string en tableau de string en séparant la chaîne en sous-chaînes. Alors maintenant, ma nouvelle chaîne .split va utiliser un diviseur entre les valeurs. Alors, à chaque fois qu'il voit virgule espace, il va dire bien, c'est là que j'ai besoin de diviser cela en un nouvel objet dans le tableau. Nous pouvons donc voir ce qu'elle fait ici. Allons faire retourner cette valeur dans une nouvelle variable appelée mon nouveau tableau. Et puis, allons exécuter cela. Nous pouvons donc voir ce qu'elle fait ici et vous pouvez voir que voici le tableau. Elle a divisé le tableau dans chacune de ses valeurs. Elle a pris ce string, elle a dit bien Alice est la première valeur. Ceci s'agit d'un séparateur. Alpha est la valeur suivante, c'est un séparateur, et ainsi de suite. Ceci est très utile lorsque vous travaillez avec quelque chose comme une liste séparée par des virgules, pas vrai? Vous avez donc prénom, virgule, nom de famille, virgule, adresse, virgule, vie, virgule, état, virgule, code postal, ce genre de choses. Eh bien, vous pouvez diviser cela dans un tableau en lui disant de l'exposer, basé sur où les virgules sont. Une autre chose utile que vous pouvez être en mesure de faire, c'est d'être en mesure de dire si oui ou non un élément existe dans un tableau ou pas. Est-ce que ce tableau contient cette valeur ou pas? La fonction includes nous permet de le faire. Alors, est-ce que le tableau mes clients contient le nom Robert? Et il va retourner vrai ou faux. Eh bien, dans ce cas, il retourne vrai. Est-ce que Jasmine existe dans le tableau? Eh bien, il renvoie false. Et maintenant, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fonctions pour travailler avec les tableaux. Ils sont tout le temps utilisés dans la programmation. Alors, consultez la documentation à développer.mozilla.com pour une liste complète de ce qui est disponible. C'est donc un coup d'œil à la façon dont on peut manipuler les tableaux.